savoir pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas convoqué d'autres dirigeants africains? Pourquoi il n'a pas convoqué les dirigeants égyptiens, algériens, ivoiriens, tunisiens, marocains? Pourquoi il n'a pas convoqué les dirigeants soudanais, les dirigeants camerounais? Pourquoi il n'a pas convoqué les dirigeants équato-guinéens, à cette occasion tanzaniens, kenyans, rwandais, sud-africains? Bref, pourquoi il n'a pas convoqué les autres? J'ai répondu à cette question en vous expliquant ceci. Les États-Unis d'Amérique ont classé les pays africains en 3 catégories. Première catégorie, les pays notoirement soumis à l'impérium américain. J'avais donné l'exemple de l'Égypte, dont le budget est amplement abondé par les fonds publics américains. J'ai donné l'exemple de l'Algérie qui est en pleine coopération avec les États-Unis à travers l'OTAN. L'exemple du Maroc qui est en pleine coopération avec les États-Unis à travers l'OTAN. L'exemple de la Côte d'Ivoire sous Ouattara qui s'est couché sous le néocolonialisme français et l'impérialisme américain. L'exemple du Nigeria qui est couché sous l'impérialisme américain sans difficulté. Le Kenya couché, le Rwanda couché, l'Ouganda couché. J'ai donné plusieurs exemples de pays africains comme cela. Hein? Le Cameroun de Paul Biya couché. Hein? Tous ces pays qui sont déjà couchés, Donald Trump ne commence pas par eux, parce qu'ils ne sont pas pour lui un souci. Il a commencé donc par les pays qui hésitent. C'est parce que le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye a donné des signes d'ambiguïté. Je vous ai toujours dit qu'ils étaient dans une aventure ambiguë. C'est arrivé dans les oreilles de Trump. Et il a eu l'occasion de les observer. Ils veulent gagner à la fois avec le panafricanisme et avec le néocolonialisme. Ils veulent gagner à la fois avec l'anti-impérialisme et avec l'impérialisme. Ils veulent manger au râtelier des dominants et au râtelier des dominés. Donald Trump n'aime pas ça. Il aime les gens correctement alignés. Donc, il y a une première catégorie, les pays alignés. Donald Trump les convoquera plus tard et il les convoque de temps en temps comme il veut. Regardez comment il a géré la crise congolaise. Il les a convoqués, il a même annoncé qu'il va convoquer le président rwandais et le président de la République démocratique du Congo bientôt à Washington. Il va les convoquer et puis ils vont signer ce que lui il a demandé. Un peu comme il avait convoqué Zelensky. Et l'erreur qu'il a commise, c'était de penser qu'il pouvait aussi convoquer Poutine comme ça. Poutine lui a dit non, je ne suis pas Zelensky. I am not your puppet. Je ne suis pas ton vassal. Donc, deuxième catégorie, dans la tête de Donald Trump, les pays qui refusent de se soumettre à la domination américaine et qui sont ancrés dans ce qu'on appelle le monde multipolaire, dans la dynamique panafricaniste, révolutionnaire, dans la dynamique anticolonialiste, dans la dynamique anti-impérialiste, dans la dynamique souverainiste africaine. Ces pays-là, Donald Trump ne les convoque pas du tout. Il ne les convoquera pas. Parce qu'il sait qu'ils ne répondront pas présents. Il s'agit des pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et d'autres pays qui ont une tradition de résistance envers lui, envers l'impérialisme en général, comme l'Éthiopie, envers l'impérialisme en général, comme relativement, pas complètement l'Afrique du Sud. Parce que Ramaphosa fait partie de cette ANC qui est entrée en complicité avec les puissances qui ont dominé et écrasé les Sud-Africains depuis longtemps. Il ne se comporte pas de cette façon exactement avec les dirigeants angolais, parce qu'il sent que l'Angola a une tradition anti-impérialiste très longue. Il ne se comporte pas exactement de cette façon avec les dirigeants zimbabwéens. Le président zimbabwéen qui s'est assis sur le fauteuil de Mugabe sait qu'on ne s'amuse pas à offrir le Zimbabwe à la plaisanterie impérialiste. Donc, il y a des pays comme ça qui, dans la liste de Donald Trump, sont des pays qui sont des signes indiens. Et qui plus est, un pays qui s'est levé pour dire à Trump, tu nous interdis les visas américains, nous aussi nous t'interdisons les visas américains. Nous n'avons pas les moyens de t'offrir un avion à 400 millions de dollars. Mais si toi tu nous interdis les visas là, nous aussi on peut t'interdire les visas. Donc un pays comme le Tchad de Mahamat Idriss Déby Itno, Donald Trump l'a déjà classé dans la liste de ceux qui lui disent non. D'autant plus que Mahamat Idriss Déby Itno a fait partir les troupes américaines du Tchad. Donc il y a des pays qui sont dans une liste qu'on peut appeler la liste rouge des États-Unis, d'Amérique, sous Donald Trump. Ce sont les pays qui ont dit non à l'impérium américain. Hein? Et maintenant, la troisième catégorie sont des pays qui sont à cheval entre les deux, entre la soumission totale
et l'hésitation à l'insoumission. C'est dans cette catégorie que Donald Trump a précisément positionné la Mauritanie, le Sénégal, le Gabon, le Libéria et la Guinée-Bissau. Je vous ai expliqué pour ce qui est de la Mauritanie, que la Mauritanie est un pays qui est dirigé par des roublards qui veulent manger à tous les râteliers. Ils font semblant d'être les bons amis du peuple malien et des dirigeants maliens, mais ils hébergent les terroristes qui attaquent le Mali. Ils font semblant de trouver un modus vivendi pacifique avec l'Afrique subsaharienne, mais ils hébergent les troupes de l'OTAN qui sont en réalité en soutien de la déstabilisation continentale. Donc les dirigeants mauritaniens sont dans la même roublardise que les dirigeants algériens actuels. La même roublardise. On prend le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et son acolyte Ousmane Sonko arrivent au pouvoir avec une phraséologie révolutionnaire panafricaniste. Ils promettent la rupture avec le néocolonialisme, la rupture avec l'impérialisme. Arrivés au pouvoir, ils se mettent à caresser le néocolonialisme et l'impérialisme et promeuvent plutôt des négociations, des compromis, voire des compromissions. Ils mettent tellement d'eau dans leur vin que leur vin devient plus liquide que l'eau. On en oublie même que leur vin fut un vin. Mais en même temps qu'ils disent cela, ils essayent d'aller flatter les dirigeants de l'AES. Ils essayent de dire qu'ils sont intéressés pour aller vers les BRICS, qui sont la grande alliance économique du monde multipolaire. Donc, en fait, ils essayent d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans le camp impérialiste et un pied en dehors du camp impérialiste. Donald Trump a noté ça. C'est pour ça qu'il a convoqué Bassirou Diomaye. Et vous comprendrez pourquoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé à un cirage de pompe total de Diomaye Faye, de Donald Trump. Le comportement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'explique par le fait qu'il se savait sous pression. Que Donald Trump l'a en fait convoqué pour faire acte d'allégeance solennelle, pour montrer patte blanche à la Maison Blanche. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye a bien compris la commande. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Il est allé jusqu'à des flatteries d'un niveau inégalé. Aucun président sénégalais n'avait osé aller jusque-là pour s'adresser au président d'une grande puissance. Aller jusqu'à le féliciter pour ses talents sportifs. Et espérer que ces talents sportifs vont permettre au Sénégal d'être bien regardé par lui. C'est fort. Les panafricanistes sénégalais ont bu la honte ces dernières heures. Les pastéfiens qui s'étaient habitués à pasticher le panafricanisme sont désormais nus au carrefour de l'Observatoire critique de l'Afrique des libertés. Les choses que nous avons dites depuis plusieurs mois à propos de ce duo à la tête de l'exécutif sénégalais, ces choses s'affichent devant vous avec une cruelle et blafarde vérité. Ça, c'est le Sénégal. Descendons maintenant en Guinée-Bissau. Le type qui est à la tête de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, c'est le spécialiste de la bouffe à tous les râteliers. C'est monsieur fourre son nez partout, à gauche et à droite, en haut et en bas. Il est comme Speedy Gonzalez, la fameuse souris des célèbres dessins animés. Il saute sans cesse dans toutes les directions. Et vous allez voir l'individu essayer de justifier cela devant Donald Trump qui était dépassé. Il essaie de justifier son inconstance. Il essaie de justifier son ouere politique devant Donald Trump qui n'a rien compris à ce charabia abracadabrantesque et qui regardait littéralement Embalo comme une survivance antédiluvienne. Une survivance antédiluvienne. C'est un personnage d'avant le déluge, du temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pas possible. Embalo essaie d'expliquer pourquoi. Un coup, il est avec Poutine, un coup, il est avec Zelensky, et là, voici devant Trump. Et il essaie de dire à Trump, en fait, je fais comme toi. Trump dit, ah, on peut faire ça. Et Trump était dépassé par le numéro d'Embalo. Il n'avait jamais vu, dans sa carrière de dirigeant politique, un type aussi incohérent devant lui. Ça faisait pitié, au point de lui demander de parler vite et d'être bref. Parce que ça tournait à un cirque incomestible. Un cirque incomestible. Alors, la Guinée-Bissau a quel problème? C'est un pays qui est immergé dans l'économie informelle de la drogue. La corruption de la drogue
frappe la Guinée-Bissau de la base jusqu'au sommet de la société. Donc, c'est un pays sur lequel les États-Unis, avec leur fameuse DEA, leur police spéciale de lutte anti-drogue, ont un regard particulier parce que c'est une pièce maîtresse de la diffusion de toutes les drogues les plus létales sur le continent africain. Et puis, c'est quand même un pays qui est dirigé par un type qui prétend appartenir à la tradition révolutionnaire panafricaniste africaine. Il dit qu'il est assis sur le sommet, le fauteuil du grand camarade Amilcar Cabral, le leader du PAIGC, le révolutionnaire du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Il dit qu'il est assis dessus avec mérite. Donc, 1, 2, 3, quand il y a des assises continentales qui concernent l'idéal panafricain, voilà Mbalo qui pointe son nez. On ne sait pas pourquoi. Ce type n'a apporté aucune contribution théorique à l'histoire du panafricanisme. Il n'a apporté aucune contribution pratique à l'histoire du panafricanisme. L'idée la plus génialement stupide qui est surgie du cerveau d'Mbalo, ça a été de monter soi-disant une force anti-putsch pour attaquer le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où des révolutionnaires militaires avaient pris le pouvoir pour servir leur peuple. La seule fois qu'Mbalo a eu une idée rare, c'était une idée nuisible à la Guinée-Bissau et nuisible à l'Afrique. Donald Trump observe cet individu qui, à la première occasion, saute dans un avion et arrive à Moscou. Et dès qu'il arrive à Moscou, le voilà qui parle comme s'il était un ancien leader communiste. Camarade, je suis le président de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, avec sa tradition révolutionnaire, qui est une amie de la Russie. Président Poutine, camarade président, moi, Mbalo, j'ai toujours été un ami de la Russie. À peine il est remonté dans son avion, le voilà qui court, eh bien, à Kiev, dire tout son amour pour la coalition occidentale à Zelensky. Président Zelensky, c'est Mbalo. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé l'Ukraine. Les Ukrainiens sont teigneux, ils sont courageux. Je suis venu vous voir que pour lui, je suis avec vous. Si vous avez même quelques céréales ici, vous me donnez en même temps, je mets déjà une partie dans mon avion. Vous savez, en Guinée-Bissau, on a tous les problèmes. Paf, il saute dans son avion, il vient à Paris bavarder dans les oreilles de Macron. Président Macron, vous savez que les intérêts de la France, ce sont les intérêts de la Guinée-Bissau. C'est vous, en Guinée-Bissau, ceci allait défendre les intérêts de la France. Ce type-là, j'imagine que tous ceux qui le reçoivent dans leur palais sont fatigués au bout de 5 minutes. Tellement il est inconstant, instable, volatile. Donc la Guinée-Bissau, on ne sait pas de quel côté elle va. Sous Mbalo. Veut-il en faire le cartel numéro 1 de la drogue en Afrique de l'Ouest pour remplacer la Colombie d'Amérique latine? Veut-il en faire une république panafricaniste révolutionnaire? Mais personne n'y croit, personne n'y pense. Veut-il en faire plutôt un État à la remorque des grandes volontés anglo-américaines ou européennes? On ne sait pas. Et de temps en temps, quand on le cherche, où êtes-vous, monsieur Mbalo? Ben, le meilleur endroit où on puisse le trouver, ce sont les Lupanaros. C'est un président inconstant, pas travailleur, cafouilleur, très jouisseur sur les bords, très dissipé, très déconcentré, et déconcertant et déconcentrant. Donald Trump a eu affaire à lui tout à l'heure, vous allez l'entendre. Ça fait pitié pour l'Afrique. Allons voir maintenant M. Boakai. Hey, Boakai, c'est le président du Libéria. Lui aussi, il a un gros problème. C'est qu'on a appris que, fatigué d'attendre tout le temps que les initiatives de développement du Libéria viennent des États-Unis, avec la crise entre les démocrates et les républicains, Boakai, arrivé au pouvoir, a voulu faire quelque chose d'un peu différent de Weah. C'est essayer de diversifier le partenariat géostratégique et géopolitique libérien. Un peu ce que Jovenel Moïse a voulu faire à Haïti avant d'être tué par des mercenaires à la solde de Washington. Vous avez vu? Les renseignements de Donald Trump lui ont dit que Boakai est en train de vouloir sortir le Libéria de l'influence privilégiée des États-Unis. Mais Donald Trump n'a même pas pris la peine d'étudier le dossier. Il ne sait pas que le Libéria est un État africain qui a été fondé notamment par les anciens esclaves noirs américains ramenés en Afrique. En fait, c'est un État africain fondé par les États-Unis d'Amérique. Trump n'est même pas au courant de cela. Il se permet de féliciter le président Boakai parce que celui-ci parle correctement anglais. Astaghfirullah. Quelqu'un parle correctement la langue officielle de son pays, l'anglais. Toi, Donald Trump, descendant d'immigrants allemands,
aux États-Unis, toi, tu le félicites. Et tu lui demandes où est-ce qu'il a fait ses études. Et le pauvre monsieur de répondre en ajoutant toujours sir, 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 littéralement comme un bon esclave de maison. J'ai fait mes études au Libéria. Et Donald Trump est étonné. Gosh, how is it possible to have such a wonderful level in English while studying in Africa? Where did you make your studies? In Liberia? In Liberia? Oh, this is fantastic. I congratulate you for your good level of English. There is no many people here in America able to speak English like you as well, like you're speaking. Ouais, Boakai. Si on disait à Boakai qu'à plus de 70 ans, il serait félicité parce qu'il parle correctement anglais, lui qui parle anglais depuis son enfance, Boakai n'allait pas croire. Quand j'ai vu cette scène-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Donald Trump aurait dit alors s'il avait écouté Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Si Donald Trump écoutait Ouattara en train de parler alors l'anglais, qu'allait faire Donald Trump? Parce que comme Donald Trump, comme on le dit à Abidjan, sa bouche ne porte pas caleçon, mais il risquait de dire, oh, your English is very poor. Your English is very absolutely ridiculous. Can you tell me where you made your studies? Where did you study? Et Alassane Ouattara répondrait, I am a PhD doctor of the University of Pennsylvania. Et Donald Trump dirait, gosh, how dare you get a PhD of the University of Pennsylvania while being unable to speak a good and accurate English? Ouattara Dramane est déjà prévenu. Il vaut mieux pas qu'il essaye l'anglais quand il sera aux États-Unis. Parce que Donald Trump va remarquer que lui, son niveau est inférieur à celui de Boakai. Mais quand j'écoute ce que Boakai a dit, je suis étonné que Trump trouve que c'est le discours le plus sophistiqué qu'il ait jamais entendu en anglais. Ce que Boakai a dit, c'est de l'anglais ordinaire. C'est même pas de l'anglais académique. C'est même pas un anglais amphigorique. Il ne s'agit même pas d'un anglais hyper châtié, shakespearien. Je n'ai pas noté dans cet anglais des tournures sophistiquées qui relèvent de la stylistique, de la zététique, de l'herméneutique, qui relèveraient de la rhétorique, hein, de la langue anglaise. Mais si Donald Trump peut être étonné qu'un Africain parle l'anglais au niveau que Boakai a utilisé, cela nous renseigne sur l'estime que M. Trump a pour les Africains. Parce que si un président africain venu d'un pays anglophone, d'ailleurs fondé entre autres par les États-Unis en Afrique, est félicité pour bien parler anglais, c'est-à-dire que M. Trump part presque du principe que de la bouche d'un Africain venu d'Afrique, un très bon niveau de langue, en quelque langue que ce soit, est une exception. Vous voyez comment même les blagues, même les gentillesses de ces gens-là révèlent leur maladie, leur complexe de supériorité. Mais imaginez quelqu'un qui n'a même pas un doctorat. Si on s'en va regarder le CV peut-être de Boakai, on va se rendre que Boakai est titulaire d'un doctorat. Bon, Donald Trump même, je crois qu'il n'a pas fait un PhD. Donc, toi, tu n'as même pas fait un PhD de l'université américaine. Et c'est toi qui viens féliciter quelqu'un qui, lui, l'a. Vous voyez comment la politique crée des situations cocasses? C'est un peu comme j'ai entendu un jour ici, le président français Emmanuel Macron traiter les intellectuels panafricanistes de pseudo-intellectuels. Comme si on prend mon CV académique là, on pose ça et on pose le sien, lui il peut me dépasser. Il va me dépasser en quoi? Ces gens-là, ils vivent dans leur bulle. Même les études qu'ils n'ont pas faites, quand ils sont face à des Africains, ils pensent qu'ils les ont faites. Ils croient qu'ils les ont faites sur la Lune. Voilà Donald Trump qui félicite quelqu'un qui probablement a un niveau de culture et d'instruction supérieur au sien, lui Trump. Mais alors, sur quoi peut-il compter pour féliciter un président du Libéria qui s'exprime correctement en anglais, si ce n'est sur le préjugé de la supériorité raciale? Vous voyez? Vous voyez comment le monde est méchant? Alors, ça, c'était l'introduction au problème. Quel pays n'ai-je pas évoqué? Allons-y au Gabon. Ah, Oligui Nguema. Oligui Nguema a fait honte à toute l'Afrique centrale. Il a fait honte à toute l'Afrique. Oligui Nguema est convoqué en raison de ses relations ambiguës, indirectes et cachées avec la Fédération de Russie à travers son tonton, le président de la Guinée équatoriale.
On le soupçonne de vouloir manger au râtelier du néocolonialisme français, de l'impérialisme américain qui l'ont aidé à prendre le pouvoir à Libreville, et en même temps, secrètement, d'essayer de commencer à manger au râtelier du monde multipolaire à travers son tonton et homonyme Obiangema Teodoro Mbazoro de la Guinée équatoriale. Donc on l'a convoqué. Vous dites, do you intend to play with us? Vous vous souvenez, j'avais expliqué ça. Oligui est donc venu montrer que d'ailleurs, s'il y a une de ces femmes qui est enceinte actuellement, l'enfant va s'appeler Donald Trump. Non, ça dit qu'il est prêt à tout. Il est venu dire que tout chez lui est américain. Que d'ailleurs, lui s'est mis au basket. Que lui, il suit la NBA toute la nuit. Il est venu montrer que, ah non, président Trump, quel est le titre qui vous plairait? Quel est le titre qui vous plairait? Je vous le donnerai volontiers. Et vous entendrez le monument de l'esculisme déployé par Oligui Nguema devant Donald Trump. Tout ça pour lui dire, papa, pardon. Papa Trump, pardon. Ne me punis pas. Je suis un valet discipliné. J'obéis le doigt sur la couture. Je sais à qui je dois le pouvoir. Ce n'est pas au peuple gabonais. C'est à la France-Afrique. Et au-dessus de la France-Afrique, il y a l'impérialisme anglo-américain. Je le sais. C'est d'ailleurs pour ça que mon prédécesseur Ali Bongo avait crié « Make noise, make noise, make noise » parce qu'il comptait sur les impérialistes anglo-américains pour sauver son pouvoir. Alors, je ne vais pas moi aussi être obligé de crier « Make noise, make noise, make noise » bientôt parce que je ne vous ai pas obéi. À vos ordres, monsieur le président. Oligui est venu, il est venu se mettre droit devant Trump. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vous ai expliqué son problème. Lui, il va aller très loin. Il va aller jusqu'à... Mais c'est pas possible. Alors, j'ai pas analysé qui là. J'ai parlé du Mauritanien, j'ai parlé du Libérien, j'ai parlé du Sénégalais, j'ai parlé du Gabonais. Il me restait qui? J'ai parlé du Bissau-Guinéen. Et si vous regardez ma conférence d'il y a 2 ou 3 jours, vous retrouvez tous les arguments que je viens de rappeler. Donc, la première partie de cette conférence est consacrée au rappel. Parce que le rappel sauve l'âme et parce que la répétition est pédagogique. Je vous ai dit, il les a convoqués pour s'assurer qu'ils vont rester sous l'escarcelle de l'impérialisme occidental. Il les a convoqués pour leur dire que l'Amérique a l'intention d'avoir la priorité sur leurs matières premières, leurs terres rares, leurs métaux précieux. Il les a convoqués pour cela. Il les a convoqués pour voir si tout le monde fait acte de soumission et d'allégeance. J'avais dit ça avant. Nous sommes aujourd'hui en capacité de vérifier que tout ce que j'avais annoncé, eh bien, c'est ce qui a été dit. Passons à la deuxième partie de cette conférence.